un an de guerre en Ukraine et le sport a vraiment été au cœur du conflit depuis le début et de plusieurs façons. D'abord, sur le terrain, au front. Les frères Vitali et Vladimir Klitschko ont vraiment inspiré des dizaines d'athlètes ukrainiens à revenir au pays afin de défendre leur patrie. Les exemples qui ont frappé l'imaginaire et qui ont fait couler le plus d'encre, bien sûr, les champions de boxe Vassili Lomachenko et Alexander Usyk, qui sont restés quelques semaines au sein de l'armée ukrainienne. Il y a aussi eu le champion d'arts martiaux mixtes Yaroslav Amosov. La vidéo où on le voit récupérer sa ceinture de Bellator dans les décombres de sa maison familiale est devenue virale. Après avoir contribué au sein d'une milice à la libération de sa ville natale d'Irpin en début de conflit, Amosov revient finalement à la compétition cette fin de semaine. Il faut aussi mentionner l'ancien joueur de tennis Sergei Stakhovski qui est toujours sur le terrain, lui, dans la région du Donetsk. Depuis maintenant un an, la guerre en Ukraine a fait des milliers de morts, dont 220 sportifs et entraîneurs. Ça, c'est selon le plus récent bilan du ministère des Sports ukrainien. Ces athlètes sont d'ailleurs répertoriés sur le site Sport Angels. Mais c'est important aussi de comprendre que ce conflit-là ne se déroule pas seulement dans les tranchées. Il y a aussi l'effort de guerre à l'extérieur de l'Ukraine, loin du front. Depuis maintenant plusieurs mois, le gouvernement ukrainien pousse vraiment ses athlètes à retourner à la compétition. Bien sûr, pour inspirer les combattants qui, eux, sont demeurés à la maison, mais aussi pour montrer au monde entier que l'Ukraine demeure très forte devant l'envahisseur russe. Le champion du monde des poids lourds, Alexander Usyk, en est vraiment le meilleur exemple, surtout quand on regarde des images de sa dernière victoire contre Anthony Joshua en août dernier. Les couleurs de l'Ukraine étaient vraiment en évidence. Usyk voulait faire passer un message. Et le sport peut aussi bien sûr servir à influencer l'opinion publique, on le sait. Pas besoin d'aller loin pour s'en rendre compte. Regardez l'impact qu'a eu chez nous, ici au Québec, la visite d'une équipe ukrainienne au tournoi Pee-Wee. Et finalement, il y a une troisième facette du conflit dans laquelle les sportifs sont de plus en plus présents, dans l'arène politique. Il y a un très gros débat présentement. Est-ce qu'on devrait permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux olympiques de Paris? Les athlètes ukrainiens, eux, sont assez catégoriques. Mais la question est vraiment épineuse. Est-ce que les athlètes russes et biélorusses devraient être pénalisés pour les actions de Vladimir Poutine? Certains appuient leur président, c'est certain. Pour d'autres, c'est pas mal moins clair. Où est-ce qu'on doit vraiment tracer la ligne? Et aussi, pourquoi les athlètes olympiques devraient être pénalisés alors que c'est business as usual ou presque pour la très grande majorité des athlètes professionnels? On en a eu plein d'exemples dernièrement. En finale féminine des internationaux de tennis d'Australie, la Biélorusse Aryna Sabalenka a vaincu la Russe Elena Rybakina. Et au match des étoiles de la LNH aussi, c'est le fils d'Alexander Ovechkin qui a carrément volé la vedette. Puis à part Dominique Hachek, j'ai pas vu grand monde s'insurger de la situation. Honnêtement, le traitement des athlètes russes et biélorusses est vraiment un sujet délicat et il n'existe pas de réponse simple à cette question-là. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'un an après l'invasion russe, le conflit perdure en Ukraine et que le sport est plus que jamais un champ de bataille.